Imaginez un univers devenu presque silencieux. Les grandes étoiles ont disparu depuis si longtemps que leur lumière elle-même ne raconte plus qu'un passé enfoui dans l'obscurité. Les étoiles semblables au Soleil se sont dilatées, ont rejeté leurs enveloppes, puis se sont changées en braises compactes. Même les étoiles oranges, plus patientes, ont fini par épuiser leur combustible. Les galaxies ne ressemblent plus aux spirales éclatantes que nous connaissons. Le gaz capable de former de nouveaux soleils s'est raréfié et les naissances stellaires sont devenues exceptionnelles. Pourtant, dans cette nuit presque complète, une lumière demeure. Elle est faible, rougeâtre, difficile à distinguer, mais elle brûle encore alors que les astres autrefois majestueux se sont éteints. Cette survivante n'est ni une étoile géante, ni un objet exotique alimenté par quelque énergie inconnue. C'est l'une des étoiles les plus simples et les plus modestes du cosmos. Une naine rouge. Aujourd'hui, ces étoiles sont partout. Elles entourent le système solaire, remplissent la Voie lactée et représentent la grande majorité de sa population stellaire. Pourtant, aucune n'est visible à l'œil nu. Elles sont si discrètes que le ciel nocturne nous donne une image presque inversée de la réalité. Les étoiles que nous remarquons sont les exceptions lumineuses. La population dominante reste cachée. Mais leur faiblesse n'est pas un défaut. Elle est la source de leur extraordinaire endurance. Une naine rouge dépense si peu d'énergie qu'elle peut continuer pendant des milliers de milliards d'années. Le Soleil, depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa séquence principale, disposera d'environ 10 milliards d'années. Les plus petites naines rouges pourraient en traverser plus de 10 000 milliards. Cette durée est si vaste que l'univers actuel n'en représente encore qu'une infime fraction. Depuis le Big Bang, aucune des plus petites naines rouges n'a eu le temps de vieillir naturellement jusqu'à sa fin. Nous pouvons observer leur naissance, leur activité, leurs tâches et leur colère magnétique. Nous pouvons mesurer leur masse, leur température et les planètes qui passent devant elles. Mais leur vieillesse n'existe encore nulle part. Pour la découvrir, il faut suivre les lois de la physique, bien au-delà de tout ce que la lumière présente peut nous montrer. Et ces lois prédisent une transformation inattendue. La naine rouge ne devrait pas rester rouge. Après une patience presque inimaginable, elle deviendrait plus lumineuse, plus chaude, puis progressivement plus bleue. Elle ne finirait pas dans l'explosion d'une supernova. Les plus petites pourraient même éviter le gonflement spectaculaire d'une géante rouge avant de s'éteindre d'une manière lente et presque silencieuse. Pour comprendre ce destin, il faut entrer dans une étoile qui paraît insignifiante, suivre la circulation de sa matière et écouter l'horloge extraordinairement lente de ses réactions nucléaires. Car les dernières lumières de l'univers ne seront peut-être pas les plus puissantes. Elles seront celles qui auront appris, depuis leur naissance, à presque ne rien dépenser. Levez les yeux vers un ciel parfaitement sombre. Quelques milliers d'étoiles deviennent accessibles à la vision humaine, réparties sur les 2 hémisphères et sur toutes les saisons. Certaines sont jeunes et bleues, d'autres ressemblent davantage au soleil. Beaucoup de points rouges visibles sans instrument sont en réalité des géantes, immenses et lumineuses, arrivées dans une phase tardive de leur évolution. Mais parmi toutes ces lumières, les véritables naines rouges manquent presque entièrement. Elles sont proches, nombreuses et durables, mais leur éclat reste trop faible pour atteindre directement nos yeux. Cette absence crée une illusion. Nous pourrions croire que la galaxie est surtout composée d'étoiles comparables au Soleil, simplement parce que ce sont elles qui dominent notre ciel apparent. Les recensements racontent une histoire très différente.
Selon les méthodes et les frontières adoptées, environ 7 étoiles sur 10 dans la Voie lactée appartiennent à la famille des naines de type M. Autrement dit, si nous choisissions une étoile galactique au hasard, nous aurions bien plus de chances de rencontrer une petite naine rouge qu'un astre semblable à notre Soleil. La plus proche étoile du système solaire en est un exemple. Proxima du Centaure se trouve à un peu plus de 4 années-lumière dans le voisinage immédiat à l'échelle galactique. Pourtant, même depuis un ciel exceptionnellement pur, Proxima reste invisible sans télescope. Sa proximité ne compense pas sa faible luminosité. L'étoile la plus proche est aussi une lumière que nos yeux ignorent. Les naines rouges ont longtemps échappé aux grands inventaires pour cette même raison. Un relevé limité en éclat repère facilement une étoile brillante et lointaine, mais manque une multitude de petites étoiles proches. L'arrivée de détecteurs sensibles au rouge et à l'infrarouge a profondément changé cette situation. Les mesures précises de distance ont ensuite permis de séparer une étoile réellement faible d'une étoile simplement très éloignée. Cette population cachée a alors commencé à prendre sa véritable place. Non pas une marge obscure du monde stellaire, mais son état le plus fréquent, répété dans presque toutes les régions de la galaxie. Leur abondance vient en partie de leur naissance. Lorsque les nuages moléculaires se fragmentent, ils produisent beaucoup plus facilement des étoiles légères que des étoiles très massives. Elle vient aussi de leur survie. Une étoile massive peut disparaître après quelques millions d'années. Une naine rouge, née aux premiers âges de la Voie lactée, peut encore briller aujourd'hui sans approcher de sa fin. Les générations s'accumulent donc. Les petites étoiles nouvellement formées rejoignent celles qui existaient déjà, tandis que les étoiles massives apparaissent, brillent avec violence, puis quittent rapidement la scène. Même leur couleur est moins simple que leur nom. À l'œil humain, beaucoup de naines rouges paraîtraient plutôt orangées. Leur lumière se concentre largement vers le rouge profond et le proche infrarouge. Leur atmosphère froide permet aussi la formation de molécules qui ne subsistent pas dans les étoiles plus chaudes. Ces molécules absorbent certaines longueurs d'onde et sculptent un spectre dense, irrégulier, difficile à interpréter. Sous cette faible lumière se cache donc une physique complexe. Température, composition, taches et champs magnétiques modifient l'apparence de l'étoile, au point que sa masse reste parfois difficile à déduire précisément. Cette masse est pourtant la donnée essentielle. Plus encore que sa couleur ou son éclat, elle décide de la structure intérieure, de la vitesse de fusion et de la durée de vie. Et lorsque l'on descend vers les plus petites masses possibles, on finit par atteindre une frontière remarquable. D'un côté, une étoile véritable. De l'autre, un objet qui ne parvient jamais à s'allumer durablement. Une naine rouge n'est pas le résidu d'une ancienne étoile. Le mot naine décrit ici sa petite taille et sa place sur la séquence principale, là où l'hydrogène fusionne durablement en hélium. Cette précision permet d'éviter une confusion fréquente. Une naine blanche est un cœur stellaire mort, privé de fusion stable. Une naine brune est un objet trop léger pour entretenir cette fusion. La naine rouge, elle, est bien vivante. Sa lumière provient de réactions nucléaires capables de soutenir sa structure contre la gravité, même si cette lumière reste des centaines ou des milliers de fois plus faible. La famille couvre une large gamme. Les plus grandes approchent un peu plus de la moitié de la masse solaire. Les plus petites se trouvent juste au-dessus de la frontière des naines brunes. Cette frontière n'est pas une ligne parfaitement universelle. Elle dépend de la composition chimique, de l'opacité de l'atmosphère et de la manière dont les modèles décrivent la matière dense
dans l'intérieur. Pour une composition proche de celle du Soleil, les calculs récents placent la combustion stable de l'hydrogène autour de 0,075 masses solaires. Cela correspond à près de 80 masses de Jupiter. Une étoile proche de cette limite peut avoir un rayon comparable à celui de Jupiter, tout en concentrant une masse des dizaines de fois supérieure. La différence entre les deux objets ne se voit donc pas simplement dans leur diamètre. Elle se joue surtout au centre, dans la compétition entre compression gravitationnelle, température et comportement quantique de la matière. Lorsqu'un nuage s'effondre, l'énergie gravitationnelle chauffe son cœur. Plus la matière s'accumule, plus la pression et la température augmentent, jusqu'à permettre aux noyaux d'hydrogène de franchir leur répulsion électrique. Ils ne la franchissent pas comme deux billes lancées assez vite. À ces températures, l'effet tunnel quantique rend possible des réactions qui seraient pratiquement interdites dans une description purement classique. Si la masse est suffisante, les réactions libèrent assez d'énergie pour stabiliser l'objet. La contraction ralentit et l'astre rejoint la séquence principale comme une véritable étoile. Si la masse est légèrement insuffisante, la contraction rencontre progressivement la pression de dégénérescence des électrons. Le cœur ne peut plus se réchauffer de la même manière et la fusion durable échoue. La naine brune peut brièvement consommer du deutérium et les plus massives peuvent brûler une partie de leur lithium. Mais elles ne maintiennent pas la longue fusion de l'hydrogène ordinaire. Elles rayonnent surtout la chaleur accumulée pendant leur formation, puis refroidissent et s'assombrissent. Une naine rouge située juste au-dessus du seuil suit une destinée radicalement différente pour une variation de masse relativement faible. Elle obtient une source d'énergie stable. Cette source est extrêmement lente, mais sa lenteur peut être maintenue pendant une durée qui dépasse presque toutes les autres horloges stellaires. Une naine rouge peut ainsi être imaginée comme une étoile d'environ 1/10 de masse solaire. Elle n'est pas la plus petite possible, mais elle incarne clairement le régime des étoiles totalement convectives. Elle contient beaucoup moins de matière que le Soleil, produit beaucoup moins de lumière et impose à ses éventuelles planètes des orbites bien plus resserrées pour recevoir une chaleur comparable. Pourtant, ce petit astre possède un avantage que le Soleil n'a pas. Avant de le découvrir, il faut comprendre pourquoi la masse impose à chaque étoile un rythme de consommation différent. Une étoile passe l'essentiel de son existence dans un équilibre dynamique. La gravité attire toute sa matière vers le centre, tandis que la pression interne résiste à cet effondrement. Cette pression ne vient pas d'une surface solide, elle naît du mouvement des particules, du rayonnement et, dans certains régimes, des effets quantiques qui apparaissent lorsque la matière devient très comprimée. Sur la séquence principale, l'énergie libérée par la fusion entretient la température nécessaire à cet équilibre. Si la production diminue, le cœur se contracte, se réchauffe et tend à relancer les réactions. Si elle augmente, la structure se dilate légèrement, la température centrale se modère et la cadence nucléaire redescend. Cette autorégulation permet à une étoile de rester stable pendant une grande partie de sa vie. Mais toutes les étoiles ne doivent pas soutenir le même poids. Une étoile très massive subit une gravité centrale beaucoup plus exigeante et doit produire une pression considérable pour ne pas s'effondrer. Son cœur atteint alors des températures plus élevées. Or, la vitesse des réactions nucléaires est extrêmement sensible à la température, bien davantage que ne le suggère une simple comparaison de masse. Une étoile massive possède donc un grand réservoir d'hydrogène, mais elle le consomme avec une violence disproportionnée. Son supplément de combustible
ne compense pas l'augmentation gigantesque de sa luminosité. Certaines étoiles bleues vivent seulement quelques millions d'années. Elles transforment rapidement leur matière, fabriquent des éléments plus lourds, puis terminent leur existence dans des événements capables d'éclairer une galaxie entière. Le Soleil se situe dans un régime plus modéré. Son cœur fusionne principalement l'hydrogène grâce à la chaîne proton-proton, un ensemble de réactions dont le bilan transforme 4 protons en un noyau d'hélium. Une petite partie de la masse initiale devient de l'énergie. Des neutrinos s'échappent presque immédiatement, tandis que les photons commencent un voyage extraordinairement lent à travers l'intérieur solaire. La première étape de la chaîne proton-proton est rare. 2 protons doivent se rapprocher, puis l'un d'eux doit se transformer par l'interaction faible pour produire un noyau de deutérium. Cette lenteur est une chance pour la stabilité des étoiles. Si la réaction initiale était beaucoup plus rapide, les étoiles comparables au Soleil dépenseraient leur combustible sur des durées radicalement plus courtes. Dans une naine rouge, la température centrale est encore plus basse. La chaîne proton-proton fonctionne toujours, mais la cadence globale reste faible parce que l'étoile n'a besoin que d'une puissance modeste. Elle ne choisit pas d'économiser son énergie. Sa masse lui impose une structure dans laquelle une faible production suffit à tenir la gravité en équilibre. On compare parfois une naine rouge à une petite bougie qui brûle lentement. L'image donne l'intuition de la durée, mais elle cache une différence essentielle. Une bougie dispose d'un combustible accessible depuis sa surface de combustion. Une étoile, elle, ne peut fusionner que la matière amenée dans des régions où la température et la pression sont suffisantes. Le Soleil contient beaucoup d'hydrogène, mais seule sa région centrale participe directement à la fusion pendant la séquence principale. L'hydrogène des couches extérieures reste séparé du cœur actif. Quand l'hydrogène central devient rare, le Soleil ne peut pas simplement mélanger tout son contenu pour recommencer. Sa structure évolue, le cœur se contracte et la fusion se déplace vers une coquille environnante. La naine rouge d'un dixième de masse solaire fonctionne autrement. Sa faible masse ne ralentit pas seulement les réactions, elle modifie profondément la manière dont l'énergie et la matière circulent dans tout son volume. Pour comprendre cette différence, il faut quitter la surface rougeâtre, descendre dans l'étoile et suivre une parcelle de gaz entraînée dans un mouvement qui durera des milliers de milliards d'années. Dans une étoile, l'énergie peut traverser la matière de plusieurs manières. Elle peut être transportée par le rayonnement ou par de grands mouvements de matière que l'on appelle convection. La convection apparaît lorsqu'une région chaude et moins dense monte, transporte son énergie, puis se refroidit. Devenue plus dense, la matière redescend et se réchauffe à nouveau dans les profondeurs. Nous connaissons ce principe dans l'eau chauffée ou dans l'atmosphère terrestre. À l'intérieur d'une étoile, les pressions, les températures et les durées changent, mais l'idée générale demeure. Le Soleil ne mélange pas tout son volume de cette façon. Il possède un cœur et une vaste zone radiative, surmontée d'une enveloppe extérieure où la convection domine. Entre le cœur et l'enveloppe, l'énergie progresse surtout par absorption et réémission de photons. La matière centrale, enrichie en hélium, ne circule pas librement jusqu'à la surface. Dans une naine rouge suffisamment petite, la situation est différente. Sous une masse voisine d'un tiers de celle du Soleil, l'étoile peut rester totalement convective pendant l'essentiel de son existence. Le seuil exact n'est pas fixe. Il varie avec la composition, l'âge et les détails des modèles. Mais il sépare deux architectures dont l'évolution à long terme n'est pas identique. Dans notre étoile d'un dixième de masse solaire,
La convection relie presque toutes les profondeurs. La matière chauffée près du centre monte lentement vers des régions plus froides. Elle emporte avec elle l'hélium produit par la fusion. Ailleurs, une matière plus riche en hydrogène redescend et rejoint des températures où cet hydrogène peut à son tour participer aux réactions. Ce brassage empêche longtemps la formation d'un cœur central fortement distinct, saturé d'hélium et entouré d'un vaste réservoir d'hydrogène inaccessible. La différence est fondamentale. Le Soleil utilisera surtout l'hydrogène disponible dans sa région centrale pendant sa vie principale. La petite naine rouge peut progressivement accéder à presque tout l'hydrogène de l'étoile. Elle possède environ 10 fois moins de masse que le Soleil, mais elle exploite une fraction bien plus grande de ce petit réservoir, tout en dépensant chaque seconde beaucoup moins d'énergie. La longévité naît donc de deux avantages qui se renforcent. La faible masse impose une cadence nucléaire lente, et la convection totale renouvelle pendant très longtemps le combustible du cœur. Les modèles classiques d'une étoile d'environ 1/10 de masse solaire la maintiennent totalement convective pendant près de 5700 milliards d'années. Ce nombre ne décrit pas encore nécessairement toute sa durée de vie. Il indique seulement pendant combien de temps le brassage peut conserver cette étoile dans un état presque homogène. Pour donner une échelle, l'univers existe depuis environ 13 800 millions d'années. Il faudrait répéter son âge actuel plusieurs centaines de fois pour atteindre cette seule étape. Pendant tout ce temps, la proportion d'hélium augmente. La composition moyenne de l'étoile change lentement, et cette évolution finira par modifier son opacité, sa température et son apparence. Mais aujourd'hui, aucune petite naine rouge n'a approché ce moment. Même celles formées très tôt dans l'histoire cosmique contiennent encore l'essentiel de leur futur devant elles. Toutes les naines de type M ne sont pas identiques. Les plus massives développent une zone radiative centrale et ressemblent davantage au Soleil dans leur organisation intérieure. Elles restent beaucoup plus durables que lui parce que leur luminosité demeure faible. Cependant, elles n'accèdent pas avec la même efficacité à presque tout leur hydrogène. La promesse de plusieurs milliers de milliards d'années appartient donc surtout aux plus petites étoiles pleinement convectives. Généraliser cette durée à toute la famille créerait une image trompeuse. La convection apporte également une autre conséquence. Combinée à la rotation, elle peut organiser des champs magnétiques intenses, même sans la frontière interne qui alimente la dynamo solaire classique. Cette étoile qui semble si économe en lumière peut alors libérer soudainement une énergie considérable dans son atmosphère. Sa patience nucléaire n'empêche pas une jeunesse agitée. Et c'est ici que le récit change une première fois. L'étoile destinée à survivre presque à toutes les autres ne commence pas son existence dans le calme. Avant de devenir une petite étoile stable, une naine rouge traverse une longue contraction. La gravité rassemble sa matière, réduit progressivement son rayon et transforme une partie de cette énergie en chaleur. Cette phase, précédant la séquence principale, est beaucoup plus longue que pour une étoile semblable au Soleil. Plus la masse diminue, plus l'objet met du temps à atteindre son équilibre adulte. Pour une naine de type M relativement massive, la contraction peut durer quelques centaines de millions d'années. Pour les types les plus tardifs, elle peut s'étendre sur plus de 2 milliards d'années. Durant une grande partie de cette jeunesse, l'étoile possède un rayon plus large que dans son état stable. Elle peut donc rayonner davantage d'énergie malgré une température de surface toujours relativement basse. Ce détail est crucial. Une naine rouge adulte semble faible, mais la jeune étoile dont elle provient peut être beaucoup plus lumineuse par rapport à son état futur. Pour les plus petites masses,
Certains modèles donnent une luminosité initiale des dizaines, parfois plus d'une centaine de fois supérieure à celle que l'étoile aura sur la séquence principale. Il ne s'agit pas d'une valeur unique applicable à toutes les naines rouges. Le résultat dépend de la masse, du moment où l'on commence le calcul et de l'histoire d'accrétion. Mais la tendance générale est robuste. Les étoiles M restent longtemps surdimensionnées et lumineuses avant de se stabiliser, tandis que leur future zone tempérée se trouve beaucoup plus près de l'étoile. Imaginez une planète qui s'est formée à la distance où elle recevra un jour une quantité d'énergie modérée. Autour d'une naine rouge adulte, cette orbite peut sembler idéale. Pendant la jeunesse de l'étoile, cette même planète se trouve pourtant sous un flux bien plus intense. Son eau de surface peut s'évaporer, épaissir l'atmosphère et déclencher un effet de serre incontrôlé. Dans les hautes couches, le rayonnement ultraviolet peut casser les molécules d'eau. L'hydrogène, très léger, peut ensuite s'échapper vers l'espace et laisser derrière lui un monde progressivement desséché. La durée future du système ne répare pas nécessairement cette perte. Une étoile peut offrir des milliers de milliards d'années de stabilité après avoir rendu certaines de ses planètes arides pendant sa jeunesse. À cette luminosité prolongée s'ajoute une activité magnétique intense. Les jeunes naines rouges tournent souvent rapidement et leur convection entretient une dynamo capable de produire de puissants champs. À la surface, ces champs traversent un plasma en mouvement. Ils se tordent, accumulent de l'énergie, puis changent brutalement de configuration lors d'événements de reconnexion magnétique. Une éruption libère alors du rayonnement sur de nombreuses longueurs d'onde. La lumière visible augmente, mais les émissions ultraviolettes et X sont souvent les plus importantes pour une atmosphère planétaire. Comme la photosphère de l'étoile est peu lumineuse, une éruption peut représenter une augmentation spectaculaire de son éclat relatif. Une petite étoile peut soudain paraître beaucoup moins petite. Les particules énergétiques et les vents stellaires ajoutent encore une pression sur les atmosphères proches. Ils peuvent accélérer des ions et favoriser leur fuite, surtout si la planète est légère. Cependant, une éruption ne retire pas automatiquement une atmosphère. Le résultat dépend de la fréquence des événements, de leur énergie, du rayonnement calme entre les éruptions et de la gravité planétaire. Il dépend aussi de la composition de l'atmosphère, de sa capacité à se renouveler par le volcanisme, de l'existence d'un océan et peut-être de la protection offerte par un champ magnétique. Les naines rouges elles-mêmes présentent une grande diversité. 2 étoiles de masse et de température comparables peuvent émettre des quantités très différentes d'ultraviolets et de rayons X. Cette diversité empêche de condamner toute la famille par une formule simple. Certaines restent extrêmement actives pendant longtemps. D'autres ralentissent, s'apaisent et deviennent relativement tranquilles après plusieurs milliards d'années. La masse intervient encore. Les naines M précoces perdent généralement leur activité forte plus rapidement. Les types tardifs peuvent conserver des signatures magnétiques pendant 8 milliards d'années, parfois davantage. Même une étoile très ancienne n'est jamais garantie silencieuse. L'étoile de Barnard, âgée de plusieurs milliards d'années, a encore révélé des éruptions dans l'ultraviolet et les rayons X. Le contraste est désormais complet. À l'intérieur, la fusion avance avec une lenteur presque immobile. À la surface, le champ magnétique peut produire des changements soudains et violents. Une naine rouge n'est donc pas une braise paisible. C'est une étoile dont le cœur économise le temps, tandis que l'atmosphère peut imposer à ces planètes une histoire beaucoup plus brutale. Cette contradiction explique pourquoi ces étoiles sont devenues centrales
dans la recherche de mondes habitables. Elles offrent le plus de temps, mais leurs planètes doivent d'abord survivre à ce qui précède. Et, paradoxalement, ce sont précisément ces mondes difficiles qui sont aujourd'hui parmi les plus accessibles à nos instruments. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle masque une petite partie du disque lumineux. Plus l'étoile est petite, plus cette ombre représente une fraction importante de la lumière totale. Une planète de la taille de la Terre produit donc un transit beaucoup plus marqué devant une petite naine rouge que devant une étoile ayant le rayon du Soleil. La faible masse de l'étoile aide également les mesures de vitesse radiale. La planète et l'étoile tournent toutes deux autour de leur centre de masse commun. Pour une même planète, une étoile légère effectue un mouvement réflexe plus important. Son spectre se décale légèrement vers le rouge, puis vers le bleu, d'une manière plus facile à mesurer. La zone où une planète reçoit un flux compatible avec de l'eau liquide en surface se trouve aussi beaucoup plus près. Les orbites y sont courtes et les transits se répètent fréquemment. En quelques semaines ou quelques mois, un télescope peut observer de nombreux passages. Autour d'une étoile semblable au Soleil, il faut attendre environ une année entre deux transits d'une véritable analogue terrestre. Ces avantages ont placé les naines rouges au premier rang des recherches de petites exoplanètes. Ils ont permis de découvrir des systèmes compacts où plusieurs mondes rocheux tiennent à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Le système de TRAPPIST-1 en est l'image la plus célèbre. 7 planètes de dimension proche de la Terre tournent autour d'une étoile à peine plus grande que Jupiter. Leurs années ne durent que quelques jours terrestres. Plusieurs reçoivent un flux qui les place près de la zone tempérée, selon la définition adoptée et l'état supposé de leur atmosphère. Mais une zone habitable n'est pas une promesse de vie. Elle indique seulement une plage de distance où l'eau liquide pourrait exister en surface si les autres conditions sont réunies. Elle ne dit pas si la planète possède de l'eau. Elle ne garantit aucune atmosphère, aucune température clémente et aucune stabilité climatique sur des milliards d'années. Autour d'une naine rouge, la proximité orbitale rend également les effets de marée très efficaces. Beaucoup de planètes tempérées devraient présenter la même face à leur étoile pendant l'essentiel de leur évolution. Un hémisphère reçoit alors une lumière permanente, tandis que l'autre reste dans une nuit continue. Cette image a longtemps semblé incompatible avec un climat habitable. Pourtant, la rotation synchrone ne condamne pas automatiquement une planète. Une atmosphère assez dense peut transporter la chaleur vers le côté nocturne grâce à de grands mouvements de circulation. Un océan peut lui aussi redistribuer l'énergie. Des nuages épais peuvent se former près du point directement éclairé, réfléchir une partie du rayonnement et stabiliser certaines configurations climatiques. À l'inverse, une atmosphère trop fine peut laisser le côté nocturne devenir extrêmement froid. Certains gaz pourraient s'y condenser, affaiblir encore l'enveloppe et accentuer le contraste thermique. Le résultat dépend donc d'une architecture planétaire entière. Masse, pression, composition, relief, océan, nuages et chauffage de marée participent à un équilibre que la seule distance ne peut résumer. Il faut ensuite ajouter l'histoire de l'étoile. Une planète tempérée aujourd'hui peut avoir passé des centaines de millions d'années sous une luminosité excessive et un rayonnement de haute énergie intense. Elle peut avoir perdu une atmosphère primitive, puis en avoir produit une seconde par dégazage. Elle peut avoir conservé une partie de son eau dans son manteau avant de la ramener en surface. Elle peut aussi avoir commencé avec beaucoup plus d'eau que la Terre, au point que des pertes considérables ne suffisent pas à l'assécher complètement. Nous ne connaissons pas encore la fréquence de ces trajectoires.
Mais pour la première fois, des télescopes commencent à mesurer directement la chaleur et à contraindre les atmosphères de quelques mondes rocheux. Les résultats obtenus autour de TRAPPIST 1 invitent à la prudence. La planète la plus proche de l'étoile paraît compatible avec une surface rocheuse presque nue, sans atmosphère épaisse, capable de redistribuer efficacement sa chaleur. La planète suivante ne possède probablement pas l'épaisse atmosphère de dioxyde de carbone que l'on attendrait d'une véritable jumelle de Vénus. Des enveloppes plus fines restent plus difficiles à exclure. Pour une planète plus tempérée du système, les observations ont déjà écarté plusieurs atmosphères épaisses et dégagées. Mais des scénarios minces, nuageux ou riches en aérosols demeurent possibles. Ces quelques mondes ne constituent pas un verdict sur toutes les planètes de naines rouges. Ils montrent surtout à quel point le signal atmosphérique peut être faible et contaminé par l'étoile elle-même. Les taches et les régions brillantes de la surface stellaire changent le spectre apparent pendant un transit. Une signature attribuée à la planète peut en réalité provenir d'une région différente de l'étoile. À l'inverse, le système de LHS 1140 conserve une possibilité plus encourageante. Sa grande planète tempérée semble trop peu dense pour être une simple version agrandie de la Terre. Les observations ont défavorisé une vaste enveloppe légère dominée par l'hydrogène. Elle reste compatible avec un monde riche en eau et peut-être une atmosphère composée de molécules plus lourdes. Ce scénario est encore une interprétation, pas la découverte confirmée d'un océan habitable. Il faudra davantage de transit pour distinguer une atmosphère, des nuages et les effets de la surface stellaire. L'incertitude est précisément ce qui rend l'enquête importante. Si quelques planètes rocheuses conservent de l'air malgré leur jeunesse irradiée, alors les environnements potentiellement tempérés pourraient être très nombreux dans la galaxie. Si elles sont presque toutes dépouillées, la zone habitable géométrique autour des étoiles les plus communes contiendrait beaucoup moins de refuges que sa simple définition ne le laisse croire. Pour répondre, le programme Rocky Worlds réunit le télescope James Webb et le télescope Hubble. 9 planètes rocheuses autour de naines rouges doivent être observées de manière coordonnée. Webb mesure leur émission dans l'infrarouge moyen, notamment lorsqu'elles passent derrière leur étoile. La faible diminution de lumière révèle la contribution thermique du côté éclairé de la planète. Une surface très chaude peut indiquer l'absence d'une atmosphère épaisse. Si une enveloppe transporte efficacement la chaleur vers la nuit, le côté diurne devrait être plus frais que celui d'un monde nu. Hubble observe en parallèle l'ultraviolet des étoiles hôtes. Il mesure les éruptions et l'environnement énergétique qui peuvent expliquer pourquoi une atmosphère a survécu autour d'une planète, mais pas d'une autre. Les premières observations coordonnées ont été achevées en 2026. Elles n'offrent pas encore une réponse générale, mais elles inaugurent une comparaison que l'astronomie ne pouvait pas mener auparavant. La question n'est plus seulement de savoir si une planète se trouve à la bonne distance. Elle devient historique. Qu'a-t-elle reçu, perdu, produit et conservé depuis la naissance de son étoile? Une naine rouge pourrait offrir un temps immense à la vie, à condition que la planète survive aux premiers milliards d'années. Le plus grand avantage arrive peut-être après le plus grand danger. Mais même les systèmes les plus anciens que nous observons aujourd'hui ne montrent qu'une naine rouge au commencement de sa véritable histoire. L'âge actuel de l'univers paraît déjà difficile à concevoir. 13 milliards 800 millions d'années séparent le présent des premières phases du cosmos observable. Cette durée contient la formation des premières étoiles, l'assemblage des galaxies, plusieurs générations stellaires et toute l'histoire de la Terre. Pourtant,
elle reste minuscule devant la vie d'une petite naine rouge. Une étoile proche d'un quart de masse solaire peut rester sur la séquence principale pendant environ 1000 milliards d'années. Cela représente plus de 70 âges actuels de l'univers. Près de la masse minimale d'une étoile, les modèles classiques atteignent environ 12 000 milliards d'années. D'autres synthèses donnent un ordre de grandeur légèrement supérieur. Présenter un nombre unique comme une mesure exacte serait trompeur. Ces durées dépendent de la masse précise, de la composition, des modèles atmosphériques et du critère choisi pour définir la fin. Mais aucun de ces ajustements ne change l'échelle essentielle. La durée se compte en milliers de milliards d'années et non simplement en dizaines de milliards. Une étoile destinée à vivre 12 000 milliards d'années n'a parcouru aujourd'hui qu'un peu plus d'un millième de son existence possible, même si elle est née très tôt. Elle est comparable à un organisme dont toute l'histoire cosmique actuelle ne représenterait encore que les premières heures. Nous observons des adultes stables, mais jamais leur vieillesse profonde. Cette situation est unique dans notre récit. Pour les étoiles massives, nous voyons des naissances, des phases évoluées, des supernovas et les résidus laissés derrière elles. Pour les étoiles semblables au Soleil, nous observons ailleurs des géantes rouges, des nébuleuses planétaires et des naines blanches. La galaxie contient des exemples de presque chaque étape. Pour les plus petites naines rouges isolées, la dernière moitié de l'histoire manque entièrement. Aucun objet observé ne peut servir de photographie directe de leur avenir naturel. Les naines blanches à hélium de très faible masse que nous connaissons ne comblent pas ce vide. Elles proviennent généralement de systèmes binaires où une compagne a arraché prématurément l'enveloppe de l'étoile. Leur existence montre ce que certaines interactions peuvent produire rapidement. Elles ne prouvent pas qu'une petite étoile isolée a déjà terminé seule son évolution, car le cosmos n'en a pas eu le temps. À partir d'ici, notre regard doit donc changer. Jusqu'à présent, nous suivions des phénomènes mesurés, masse, spectre, éruption, transit et rayonnement ultraviolet. Désormais, aucun télescope ne peut nous montrer la scène. La seule fenêtre disponible est un modèle construit avec les lois de la structure stellaire et suivi sur des durées vertigineuses. Cette extrapolation n'est pas une vision arbitraire du futur. Elle prolonge des équations testées sur les étoiles présentes, mais elle reste une prédiction que l'univers ne peut pas encore vérifier directement. Et sa première conséquence renverse l'image installée depuis le début. Après des milliers de milliards d'années passées à rougeoyer faiblement, la naine rouge commence à devenir plus chaude. Le dernier âge de l'étoile la plus rouge du cosmos pourrait être bleu. Pendant l'essentiel de sa vie, notre petite étoile transforme lentement l'hydrogène en hélium. La convection répartit les produits de cette fusion dans une grande partie de son volume. Au début, l'hydrogène domine largement la composition. Puis, siècle après siècle cosmique, la fraction d'hélium augmente et les propriétés moyennes de la matière stellaire commencent à changer. Un mélange enrichi en hélium ne transporte pas le rayonnement exactement comme un mélange riche en hydrogène. Son opacité évolue, tout comme la relation entre pression, température et densité. L'étoile se réajuste en permanence pour maintenir son équilibre. Elle se contracte très lentement, ce qui transforme une partie de son énergie gravitationnelle et élève progressivement la température de son intérieur. La fusion se poursuit dans une matière de plus en plus transformée. La luminosité, longtemps presque stable à l'échelle humaine, finit par augmenter sur ces durées extrêmes. À la surface, la température monte elle aussi. Le maximum du rayonnement se déplace vers des longueurs d'onde plus courtes
et la couleur de l'étoile devient moins rouge. Dans un diagramme qui classe les étoiles selon leur luminosité et leur température, la trajectoire quitte progressivement la région froide où les naines rouges passent l'immense majorité de leur existence. Elle avance vers une région plus chaude. Les modèles donnent à cette phase le nom de naine bleue, même si l'objet ne ressemble pas nécessairement aux grandes étoiles bleues que nous connaissons. Une étoile bleue massive est jeune, extrêmement lumineuse et condamnée à une vie brève. Notre future naine bleue serait au contraire vieille, légère et issue de la plus longue combustion stellaire possible. La ressemblance tient surtout à l'augmentation de température et au déplacement de sa couleur. Leur masse, leur luminosité et leur histoire n'ont presque rien en commun. Le terme ne doit pas non plus être confondu avec une naine blanche. La naine bleue théorique produit encore de l'énergie grâce à des réactions nucléaires. La naine blanche est un résidu compact. Aucune naine bleue issue de cette évolution ne peut être observée aujourd'hui. Si un objet porte une appellation voisine dans un catalogue, il appartient nécessairement à une autre histoire stellaire. Cette absence donne à la phase une étrange qualité. Nous pouvons en calculer les contours, suivre sa température dans un modèle et prévoir son déplacement. Mais aucun photon réel ne vient encore de cette époque. Le ciel futur qu'elle occuperait n'aurait plus grand-chose à voir avec le nôtre. De nombreuses galaxies lointaines auraient franchi l'horizon observable sous l'effet de l'expansion accélérée. Dans les structures restées liées, les étoiles massives auraient disparu depuis des milliers de milliards d'années. Les nouvelles naissances seraient rares, faute de vastes réserves de gaz froid facilement disponibles. La lumière plus chaude de la vieille naine ne signalerait donc pas simplement une transformation individuelle. Elle apparaîtrait au milieu d'un cosmos où chaque source stable serait devenue précieuse. Pour une planète survivante, la hausse progressive de luminosité déplacerait aussi la zone tempérée. Une orbite autrefois confortable pourrait devenir trop chaude, tandis que des régions plus éloignées recevraient davantage d'énergie. Mais imaginez une biosphère intacte après des milliers de milliards d'années exige une prudence extrême. Les orbites peuvent être perturbées, les atmosphères évoluer et les rencontres stellaires réorganiser certains systèmes. La naine rouge elle-même aura vécu bien plus longtemps que les échelles habituelles de stabilité planétaire que nous savons tester. Son endurance stellaire ne garantit pas celle de chaque monde qui l'accompagne. Le point essentiel reste sa propre métamorphose. L'étoile ne se contente pas de diminuer lentement jusqu'à disparaître comme une braise qui refroidit. Elle devient d'abord plus lumineuse et plus chaude. Sa très longue économie d'énergie conduit finalement à une phase où la transformation du combustible modifie profondément toute sa structure. Cette évolution révèle aussi pourquoi les étoiles deviennent généralement des géantes rouges. Pour le comprendre, il suffit de comparer l'intérieur presque homogène d'une naine rouge au cœur séparé d'une étoile comme le Soleil. Le Soleil accumule son hélium dans une région centrale que la convection extérieure ne vient pas renouveler. Lorsque l'hydrogène du cœur s'épuise, la production d'énergie centrale diminue. Le cœur se contracte et chauffe. L'hydrogène continue alors de fusionner dans une coquille autour de l'hélium à une cadence supérieure, tandis que les couches extérieures se dilatent énormément. La surface refroidit malgré la hausse de luminosité. L'étoile devient une géante rouge, non parce que son cœur grandit, mais parce que son enveloppe s'étend sur des dimensions gigantesques. La petite naine totalement convective évite longtemps la séparation qui déclenche cette évolution. L'hélium est réparti, l'hydrogène renouvelé, et aucun cœur inerte très distinct ne se forme de la même manière. À mesure que l'étoile devient presque entièrement composée d'hélium,
La convection totale finit néanmoins par cesser. La structure se réorganise, mais sans reproduire exactement le chemin du Soleil. Les modèles placent la frontière entre les étoiles qui développent une phase géante et celles qui l'évitent autour de 2/10 à 1/4 de masse solaire. Ce seuil reste approximatif et dépend de la composition ainsi que de la définition retenue. Il serait donc incorrect d'affirmer que toutes les naines rouges échappent à la phase de géante. Les plus massives de la famille peuvent connaître un gonflement tardif. Les plus petites suivent le chemin étrange qui vient de nous conduire vers une vieillesse plus bleue. Et lorsque leur hydrogène devient enfin insuffisant, elles ne possèdent pas assez de masse pour allumer durablement la fusion de l'hélium en éléments plus lourds. L'étoile approche alors de sa véritable fin nucléaire. Après une existence qui dépasse presque toute imagination, elle s'apprête à mourir sans explosion et probablement sans devenir une géante rouge classique. La fin d'une étoile dépend toujours de ce que sa gravité peut encore accomplir. Pour fusionner l'hélium, un cœur doit atteindre des températures nettement supérieures à celles requises par l'hydrogène. Une étoile comme le Soleil y parviendra après sa contraction centrale et son passage sur la branche des géantes rouges. Elle produira alors principalement du carbone et de l'oxygène. Notre petite naine rouge n'a pas la masse nécessaire pour franchir ce seuil dans les mêmes conditions. Une fois l'hydrogène utile épuisé, aucune nouvelle longue source d'énergie nucléaire ne prend le relais. La gravité contracte ce qui reste. La matière devient de plus en plus dense, jusqu'à ce que la pression de dégénérescence des électrons fournisse le soutien que la fusion n'assure plus. Cette pression ne dépend pas d'une température élevée de la même manière qu'un gaz ordinaire. Elle vient des règles quantiques qui interdisent aux électrons d'occuper tout le même état. L'objet final devrait être une naine blanche, principalement composée d'hélium. Elle contiendrait une fraction importante de la masse initiale dans un volume comparable à celui d'une planète rocheuse. Elle ne serait pas alimentée par une fusion stable. Sa lumière viendrait de la chaleur conservée dans sa matière et de l'énergie lentement libérée pendant son refroidissement. Dans l'univers actuel, nous observons déjà des naines blanches à hélium. Mais les plus légères sont généralement les produits d'une évolution binaire accélérée. Une étoile compagne peut arracher l'enveloppe avant que le cœur ne devienne assez massif pour allumer l'hélium. Ce raccourci fabrique en quelques milliards d'années un objet qu'une étoile isolée demanderait bien plus longtemps à produire. La future naine blanche serait différente. Elle représenterait l'aboutissement naturel d'une étoile isolée ayant presque uniformément transformé son hydrogène pendant des milliers de milliards d'années. Le passage ne devrait pas produire de supernova. La masse est très loin de celle nécessaire à un effondrement violent du cœur et aucune chaîne de fusion n'atteint le fer. Il ne devrait pas non plus créer la vaste nébuleuse planétaire associée à l'expulsion spectaculaire d'une enveloppe de géante, du moins pas sous la forme familière que nous observons aujourd'hui. La mort est à l'image de la vie, économe, lente et discrète. L'étoile ne termine pas en détruisant ce qui l'entoure, mais en cessant progressivement de produire une énergie nouvelle. La naine blanche continuera cependant de briller très longtemps. Son refroidissement devient de plus en plus lent à mesure que sa température se rapproche de celle du cosmos environnant. Sur des durées immenses, elle pourrait finir comme ce que l'on appelle une naine noire, un résidu devenu si froid qu'il n'émet pratiquement plus de lumière. Aucune naine noire n'existe aujourd'hui. Même les plus anciennes naines blanches observées n'ont pas eu assez de temps pour atteindre un état aussi sombre. Cette phase appartient donc, elle aussi, au futur théorique. Elle se situe après la vie de la naine rouge et ne doit pas être confondue avec sa combustion extrêmement lente.
La naine rouge a désormais achevé son arc individuel. Un nuage s'est contracté, une étoile s'est allumée, presque tout son hydrogène a été utilisé, puis une braise compacte a pris sa place. Mais une étoile ne raconte pas à elle seule le dernier chapitre de la lumière. Pendant qu'une naine rouge s'éteint, d'autres, nées plus tard, continuent encore leur fusion. Pour trouver la dernière, il faut élargir le regard jusqu'à l'ensemble du cosmos et suivre non seulement la durée des étoiles, mais aussi la fin de leur formation. Le futur stellaire commence par une disparition progressive des grandes masses. Les étoiles les plus lumineuses quittent rapidement la séquence principale, laissant derrière elles des étoiles à neutrons, des trous noirs et des naines blanches. Après quelques dizaines de milliards d'années, aucune étoile semblable au Soleil née aujourd'hui ne restera dans son état actuel. Les étoiles oranges prolongeront davantage l'époque des lumières relativement stables. Puis leur tour viendra. À mesure que les centaines de milliards d'années s'accumulent, la population active sera de plus en plus dominée par les étoiles de type M. Les galaxies changeront elles aussi. Le gaz sera transformé en étoiles, enfermé dans des résidus, chauffé, expulsé ou rendu moins disponible par l'évolution dynamique des systèmes. La formation stellaire ne s'arrêtera probablement pas à un instant net. Elle deviendra plus rare, plus locale et plus dépendante de rencontres capables de comprimer les dernières réserves froides. Des étoiles pourront encore naître longtemps après que le rythme actuel aura presque disparu, et une naine rouge, formée très tard, s'éteindra nécessairement plus tard qu'une naine identique, née dans l'univers jeune. La question de la dernière étoile possède donc deux horloges. La première mesure la durée individuelle. La seconde mesure le moment de la dernière naissance stellaire significative. Les scénarios classiques placent la fin conventionnelle de l'ère stellifère autour de 100 000 milliards d'années après le Big Bang. Cette limite reste bien plus incertaine que la durée d'une étoile donnée. Elle dépend de l'évolution des galaxies, des interactions entre résidus, de la matière encore disponible et des hypothèses utilisées pour prolonger la dynamique sur des temps presque inconcevables. Dans un univers dominé par une expansion accélérée, les structures qui ne sont pas gravitationnellement liées s'éloignent de plus en plus vite les unes des autres. Les galaxies lointaines finissent par franchir un horizon au-delà duquel leurs nouveaux signaux ne pourront jamais nous atteindre. Chaque groupe lié devient un archipel cosmique progressivement isolé. Notre ciel futur ne serait donc pas simplement une version plus sombre du ciel actuel. La plupart des galaxies visibles aujourd'hui auraient disparu de l'horizon accessible à un observateur très lointain. À l'intérieur de l'archipel local, les lumières seraient faibles et espacées. Les événements brillants existeraient encore, mais comme des accidents rares au milieu d'une immense durée calme. Des naines blanches pourraient entrer en collision. Des étoiles compactes pourraient fusionner. Des trous noirs continueraient à accréter occasionnellement de la matière et à libérer de puissantes bouffées d'énergie. Mais ces événements transitoires ne remplaceraient pas la lumière régulière d'une étoile qui transforme de l'hydrogène en hélium pendant des milliers de milliards d'années. Les naines rouges deviendraient alors les derniers foyers ordinaires. Leur éclat serait faible, mais leur stabilité offrirait encore des régions chauffées, dans un cosmos devenu autrement très froid. Il ne faut pourtant pas imaginer un univers entièrement teinté de rouge. La lumière totale diminuerait, les distances entre sources augmenteraient et beaucoup de vieilles naines seraient déjà entrées dans leur phase plus chaude. Le ciel ne serait pas rouge. Il serait presque vide, ponctué de quelques étoiles qui auraient survécu parce qu'elles n'avaient jamais eu besoin de briller fortement. Autour d'elles, certaines planètes pourraient encore exister. D'autres
auraient été éjectés depuis longtemps par des rencontres, des résonances ou l'évolution de systèmes multiples. Les mondes restés en orbite auraient vu leur étoile changer très lentement de luminosité. Leur climat aurait dû suivre une zone tempérée, se déplaçant vers l'extérieur au fil de milliers de milliards d'années. La possibilité de la vie dans un tel futur reste spéculative. La biologie, la géologie et la stabilité atmosphérique sur ces durées dépassent tout ce que l'histoire terrestre permet de tester. Mais la simple disponibilité d'une source d'énergie aussi durable change notre perspective. Le présent cosmique pourrait se situer très tôt dans la période totale où des environnements chauffés par des étoiles peuvent exister. Cette idée a parfois conduit à demander pourquoi la vie consciente apparaît autour d'une étoile jaune maintenant, plutôt qu'autour d'une naine rouge dans un futur beaucoup plus vaste. La question est fascinante, mais elle ne possède pas de réponse simple. Peut-être que les planètes de naines rouges sont souvent stérilisées. Peut-être que les conditions favorables sont plus rares qu'elles n'en ont l'air. Peut-être aussi que notre seul exemple de vie ne permet aucune statistique solide. Une histoire arrivée sur Terre ne suffit pas à définir la distribution de toutes les histoires possibles. Le rôle scientifique de cette idée n'est donc pas de prédire un futur peuplé. Il est de rappeler que la fenêtre temporelle offerte par les petites étoiles dépasse immensément celle du Soleil. Lorsque presque toutes les étoiles plus massives auront terminé leur évolution, les naines rouges continueront de fusionner. C'est le cœur rigoureux de la promesse qu'elles brûleront encore quand presque tout sera éteint. Presque tout, mais pas tout. Des résidus rayonneront, des collisions surviendront et des trous noirs conserveront leur propre histoire. La lumière ne disparaîtra pas en une seule nuit cosmique. Et les naines rouges elles-mêmes finiront par céder. Le mot immortel doit maintenant être regardé une dernière fois avec toute la précision acquise pendant ce voyage. Une naine rouge n'est pas immortelle. Elle possède un combustible fini, une masse finie et une structure qui évolue, même si ces changements sont imperceptibles sur toute l'histoire humaine. Sa durée extraordinaire ne suspend aucune loi physique. Elle résulte au contraire de ces lois. Faible gravité à soutenir, température centrale modérée, fusion lente et accès convectif à presque tout l'hydrogène. Les chiffres de plusieurs milliers de milliards d'années ne sont pas observés. Ils viennent de modèles qui prolongent une physique testée vers des durées que l'univers n'a pas encore parcourues. Ces modèles contiennent des incertitudes. Les atmosphères froides sont complexes, les opacités moléculaires difficiles, et les champs magnétiques peuvent modifier le rayon ou freiner certains mouvements convectifs. La composition initiale compte également. Une étoile pauvre en éléments lourds n'a pas exactement la même opacité, la même température, ni la même limite de masse qu'une étoile de composition solaire. Le seuil de convection totale n'est donc pas une frontière gravée dans le cosmos. La limite entre une fin avec ou sans phase géante ne l'est pas davantage. Pourtant, les détails ne renversent pas l'idée principale. Une étoile très légère consomme son hydrogène incomparablement plus lentement que le Soleil et peut rester active pendant des milliers de milliards d'années. La phase de naine bleue demeure une prédiction, mais elle découle de la transformation progressive de la composition et du réajustement nécessaire pour maintenir l'équilibre. Le futur cosmique est encore plus incertain. Nous prolongeons l'expansion, la formation stellaire et la dynamique galactique très au-delà des observations, en supposant que les lois connues restent applicables. Une nouvelle physique pourrait modifier certains chapitres. La nature exacte de l'énergie noire, la stabilité du proton
où le comportement de la matière sur des durées extrêmes reste ouvert. Ces questions appartiennent toutefois à des temps encore plus lointains. Elles ne sont pas nécessaires pour comprendre pourquoi les naines rouges dominent déjà la population et survivront aux étoiles plus massives. Le mot immortel conserve donc une valeur, à condition de l'entendre comme une comparaison. Face à une vie humaine, à la Terre, au Soleil et même à l'âge actuel de l'univers, leur endurance paraît presque absolue. Mais elle ne l'est pas. La véritable révélation est plus intéressante qu'une immortalité magique. Une étoile peut gagner contre le temps simplement parce que sa masse lui permet de vivre avec presque rien. Revenons maintenant dans l'univers sombre du début. Les grandes étoiles ont disparu, les galaxies lointaines ont quitté l'horizon et les naissances stellaires sont devenues rarissimes. Une faible lumière subsiste. Nous savons désormais ce qu'elle contient. Une masse modeste, un cœur relativement froid et des réactions nucléaires dont chaque étape avance avec une extrême lenteur. Nous savons aussi que cette étoile a longtemps brassé sa matière. L'hélium produit au centre a été emporté, tandis que de l'hydrogène neuf revenait alimenter la fusion. Elle n'a pas survécu malgré sa petitesse. Elle a survécu grâce à elle. La faible gravité a réduit ses besoins et la convection lui a ouvert presque tout son réservoir. Sa vie n'a pourtant pas été parfaitement calme. Dans sa jeunesse, elle a rayonné plus fortement, multiplié les éruptions et peut-être dépouillé certaines planètes avant de leur offrir une longue stabilité. Puis l'univers a vieilli autour d'elle. Le soleil est devenu une naine blanche. Les étoiles oranges ont fini par s'éteindre et la lumière stellaire ordinaire s'est raréfiée. La petite étoile a continué. Lentement, son hydrogène s'est transformé, sa composition a changé, sa luminosité a augmenté et sa surface est devenue plus chaude. Après avoir été rouge pendant presque toute son existence, elle a pris une couleur que le cosmos actuel n'a encore jamais vu naître par ce chemin. Enfin, elle a cessé de fusionner. Sans supernova et probablement sans immense géante rouge, elle est devenue une naine blanche à hélium, puis une braise vouée à un refroidissement presque interminable. Ce destin n'existe encore que dans les modèles. Autour de nous, toutes les petites naines rouges sont toujours dans les premières pages de leur histoire. Proxima du Centaure, invisible à l'œil nu malgré sa proximité, brillera probablement encore lorsque les constellations auront perdu depuis longtemps toute signification. Et dans toute la Voie lactée, des dizaines de milliards de petites étoiles semblables portent la même réserve de temps, cachée derrière une lumière trop faible pour notre regard. Le cosmos nous habitue à associer la puissance à la grandeur, à l'éclat et à la violence. Les naines rouges racontent une autre forme de puissance. Elles montrent qu'à l'échelle de l'univers, durer ne signifie pas brûler davantage. Cela peut signifier brûler juste assez, mélanger patiemment sa matière et laisser le temps devenir son principal domaine. Les dernières étoiles ne seront peut-être pas celles qui auront dominé le ciel. Elles seront celles que le ciel d'aujourd'hui nous empêche presque de voir.